Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de paiement des impôts, silence coupable des conseillers fiscaux, c'est le titre proposé par le journal. Le même journal parle également des crises anglophones, parole de Pietro Parolin à découvrir en page 3. On parle de Bamenda avec l'armée qui évite notamment une tragédie et c'est en page 5 du journal. Le journal parle de Cortez Akribi entre folklore et comédie. C'est à découvrir en page 2 ce matin, qui parlait aussi de Kondengui, Mamadou Mota, libre. C'est en page 4 du journal. Plusieurs autres sujets sont contenus dans le journal. Le journal, donc, la nouvelle expression de ce matin. Le journal Émergence qui en kiosque parle de déchéance, avec notamment le calvaire de Mebengo. C'est ce que le journal propose comme titre ce matin. Et on parle aussi de rentrée parlementaire. Ce sera le 11 mars prochain. C'est à lire dans le journal également ce jour. Mutation parle de recrutement des enseignants d'université, mystère et coup de gomme. C'est le journal qui le dit également. C'est Mutation qui est en kiosque ce jour. Le journal parle également des grèves des enseignants suite à la suite notamment des universités d'État. C'est le journal qui est donc revenu sur le même sujet ce matin. Alors, le Messager pour sa part parle d'Abdourahmane Amadou Baba. Séraphin Fouda a travesti donc les directives de Paul Biya pour le président d'Étoile filante de Garoua. Le récent courrier du secrétaire général des services du Premier ministre n'a contribué qu'à envenimer le conflit entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football. C'est ce qu'on découvre dans le journal ce matin. Le même journal parle également de Mokwet, controverse donc autour du décès de Joséphine Poguela. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Entre soupçons d'empoisonnement et mort naturelle, on découvre tout cela dans le dossier. L'article proposé par le numéro de ce jour, c'est le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour parle de succession avec un second testament pour Victor Fosso. C'est à lire dans le journal Le Quotidien des enfants de la rue, également dans le numéro de ce matin. Le même journal parle du Chant 2020. Le bilan également à lire dans le journal le jour de ce jour. Alors, le Cameroun Tribune parle notamment de l'organisation du Chant 2020. Mission accomplie, c'est le titre proposé par le journal pour dire que tout s'est bien déroulé et selon notamment les attentes des Camerounais. Mais même si on peut relever quelques couacs aussi dans le journal ce matin, Tribune d'Afrique s'intéresse à l'actualité parlant du développement des infrastructures routières sur les traces des réalisations du ministre des Travaux publics à lire ce matin. Nganou Messi a marqué en tout cas son passage dans ce département ministériel, apprend-on dans ce journal ce matin. Le même journal s'intéresse aussi au Cameroun avec des ministres et des responsables de la présidence dans la tourmente. C'est à lire dans le journal ce matin. Vision économique parle d'accidents de la circulation, les états généraux des transports pour mettre un terme à la saignée sur nos routes. C'est le titre proposé par le journal. Tout un dossier à découvrir ce matin dans le numéro disponible en kiosque. Le journal L'économie quotidien parle de financement avec également d'autres faits aussi. Le journal revient sur la situation des échanges. Le ministre des Finances face aux investisseurs à Douala ce jour. C'est pour rencontrer ces derniers et leur proposer ce que le Cameroun a comme potentiel. Et là aussi, d'autres réactions à découvrir dans le journal L'économie en kiosque ce jour. Et puis, le journal Le Popoli parle donc des victimes d'une attaque à Kondengui, mais Bengo, à couteau tiré désormais. C'est à lire dans le journal ce matin avec cette caricature qui présente justement l'ancien ministre de la Défense en situation. C'est le journal qui le dit. Et également, vous aurez l'occasion de parcourir ces tabloïds. Si vous faites un tour en kiosque ce deuxième jour de la semaine, Donald Bliskanga, bonjour et bienvenue. Flavien Valo, bonjour. Bonjour à Kaminele, bonjour à nos téléspectateurs. Mes salutations fraternelles et amicales ce matin aux populations de Batouri qui ont vécu un drame il y a quelques jours. Le décès d'un jeune percuté violemment par un camion d'exploitation des minerais appartenant à des expatriés. Eh bien, ce drame-là a suscité le courroux des populations de Batouri dans le département de la KDI, dans la région de l'Est, et qui ont incendié les engins de cette entreprise minière à l'Est. La tension est remontée d'un cran et
c'est très tendu à Batory depuis dimanche. Très bien, merci d'être avec nous ce mardi, comme tous les mardis d'ailleurs. Et en face de vous, vous avez Camille Nélé qui est là. Camille, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Vakondongo, bonjour Donald Brice-Kamgan. Un bonjour particulier à Madame Nashwa Abiba, une de la belle-mère du célèbre, du terrible commandant Bobo, commandant de pilote d'avion de la Cameroun Airlines, qui est à Fumbot, mais qui nous suit chaque jour avec énormément d'attention. De Fumbot. Voilà. Bonjour Maman Abiba. Merci, bonjour à vous également, vous qui êtes avec nous, comme tous les matins entre 9h et 9h20 et 10h sur Equinox Télévision pour commenter avec nous également l'actualité proposée par la presse, la nouvelle expression qui parle de paiement des impôts ce matin, silence coupable des conseillers fiscaux, c'est ce que le journal propose comme dossier depuis mardi 2 février, la situation où la Direction générale des impôts informe que les opérations de déclaration des paiements des impôts sont désormais possibles par voie électronique à partir du téléphone mobile. Mais seulement, il y a un expert, un spécialiste qui estime qu'il y a une mafia qui est cachée derrière tout ça. Oui, c'est une préoccupation qui est portée par un certain nombre d'acteurs de la société civile et notamment l'association de défense des droits des contribuables. Il se passe justement que la Direction générale des impôts a informé le grand public que les paiements des impôts se font par virement bancaire, par chèque ou par paiement en espèces, mais ces opérations-là se déroulent justement avec des surcoûts dans les guichets de banque qui sont incompréhensibles pour les patrons des petites et moyennes entreprises, les opérateurs économiques qui s'y rendent. L'association a saisi via 2 correspondances, d'abord le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour lui faire le compte rendu, l'état de ces faits-là, mais aussi la Direction générale des impôts qui est directement interpellée ici sur ce que ces acteurs appellent une arnaque à ciel ouvert. Ce sont des frais supplémentaires variant entre 1000 francs et 2300 par là que certaines banques, en tout cas la plupart d'entre elles, exigent aux opérateurs économiques qui souhaitent donc s'acquitter de leurs impôts. Je rappelle que les PME sont parmi les couches d'entreprises les plus durement frappées par la pandémie du Covid-19 et qui n'ont pas eu l'accompagnement conséquent qu'on aurait pu attendre en pareilles circonstances, notamment des pouvoirs publics. Et donc, si des charges supplémentaires viennent à s'ajouter à leurs charges normales, évidemment que la situation est assez préoccupante. Alors, le professeur Alaka Alaka, expert financier, en tout cas fiscaliste en même temps, qui fait savoir qu'il n'est pas normal qu'un contribuable paye pour payer son impôt. Oui, justement, c'est pour cela qu'on voit que la nouvelle expression a évoqué le silence coupable des conseillers fiscaux qui aurait dû jouer un rôle assez conséquent pour faire comprendre le pourquoi de cette mesure, de cette nouvelle mesure. Parce que cette mesure-là, elle est non seulement nouvelle, elle est révolutionnaire, mais seulement a-t-on eu le temps de faire le tour de tous les inconvénients, parce qu'effectivement, comme le dit le professeur Alaka Alaka, en procédant par ce nouveau mode de paiement, il se trouve que le contribuable, en plus de payer ses impôts, devra ajouter des charges supplémentaires non prévues là-dessus. Donc, c'est à ce niveau que se situe le débat aujourd'hui. Bon, il appartiendra à la direction des impôts et plus particulièrement au ministère des Finances d'éclairer davantage des opérateurs économiques qui, effectivement, comme on le sait, sont énormément touchés par la pandémie du Covid. Et voilà, donc c'est un sujet, la grande une en tout cas du journal ce matin, la nouvelle expression, tout un dossier de la page 6 à la page 8 que je vous invite à lire. Et le journal revient également ce matin sur la question, ce qui s'est déroulé à Kondengui avec Mamadou Mota qui est désormais libre après 18 mois de prison. Oui, on le disait hier, le premier vice-président du MRC a été arrêté en juin 2019 dans le cadre des manifestations pour contester les résultats de la présidentielle de 2018. Eh bien, comme la plupart de ses camarades, il a été gardé pendant des mois à la prison centrale Yaoundé, sauf que pour son cas spécifiquement,
une mutinerie est survenue à la prison centrale en juillet 2019, mutinerie dans laquelle il a été impliqué. Et donc, pour ces raisons-là, il n'a pas bénéficié de l'arrêt des poursuites décidé par le chef de l'État au bénéfice de certains de ses camarades, notamment le président du MRC. Il a donc été condamné à 2 ans de prison ferme, une peine qui a été finalement réduite à 18 mois, puisque les 4 ou 5 chefs d'accusation qui pesaient à son encontre, de ces 5 chefs d'accusation environ, on a finalement retenu un seul chef d'accusation, rébellion en groupe, ce qui a donc permis que sa peine soit réduite de 2 ans à 18 mois. Et donc, puisqu'il avait passé une dizaine de mois en prison, il a donc été libéré vendredi au matin, vendredi aux toutes 2 heures. On a bien vu que cette heure choisie ne peut pas, l'heure à laquelle il est sorti de prison, ne pouvait pas être... cette heure-là n'a pas été choisie au hasard. On imagine bien, connaissant la fougue de Mamadou Mota et la popularité de cette figure politique dans le landerneau politique national, notamment auprès de ses camarades partis. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 2 heures? On imagine bien qu'il y aurait eu une mobilisation importante si ça avait été en journée. Je rappelle que la procédure, la levée d'écrou a commencé autour de 19h30. On annonçait qu'il était déjà au greffe de la prison à 19h30 et jusqu'à 2h. On imagine bien, on se demande bien qu'est-ce qui se passait entre 19h et 20h30. Non, il y a du politique là-dedans. Kaminele. Dans le Briskanga, vous n'avez certainement jamais approché les milieux de l'administration pénitentiaire pour savoir qu'on peut vous libérer aujourd'hui, la levée des cours arrive aujourd'hui, mais vous vous retrouvez dehors 2 ou 3 jours plus tard à cause de la lenteur des procédures administratives. Et ce n'est pas aussi simple que l'on peut penser. Il y a même des gens qui, je connais même l'histoire d'un condamné à mort, quelqu'un qui avait été condamné à mort, qui avait passé 25 ans de prison, sa peine était terminée, mais le temps que la paperasse fasse le tour de l'administration, il est tombé malade, il est mort en prison. Donc, la sortie de M. Mamadou Mota, je ne vois pas sortir à 1h du matin ou sortir le lendemain matin, en quoi cela aurait pu faire paniquer et qui que ce soit, et d'un et de deux. Bon, après qu'il soit sorti de prison, on pouvait toujours regarder cette mobilisation. Non, moi je pense que plus sérieusement, le cas Mamadou Mota, c'est un cas qui est banal. Il avait été arrêté dans le cadre des fameuses marches blanches avec beaucoup d'autres. Et tous ces marcheurs ont bénéficié entre-temps de l'arrêt des poursuites décidé par le président de la République. Mais entre-temps, il y a eu la fameuse mutinerie dans la prison de Konambi à laquelle M. Mamadou Mota avait pris part. Et pour cela, il a été... il a été jugé et condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Peine d'ailleurs qui a été ramenée à 18 mois d'emprisonnement ferme. Bon, maintenant les 18 mois sont découlés, il est sorti. Moi je ne vois pas ce qu'il y a de particulier à noter là-dessus. Il est sorti, il a purgé les 18 mois. Bon, maintenant, il peut peut-être maintenant certainement continuer pour essayer de rétablir son honneur en estimant que la peine aurait été injuste. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a été condamné par la justice, il a purgé sa peine, il est sorti, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire, apparemment? Bon, moi, je vois bien que Camille est gêné par le sujet. Il n'a pas beaucoup de mots. Non, on ne peut pas ne pas le dire. Un pays normal ne peut pas fonctionner sans contre-pouvoir. Et il est regrettable que dans notre environnement, le pouvoir, chaque fois, tente de casser tous les instruments de contre-pouvoir, notamment les formations politiques de l'opposition et les acteurs de la société civile. On voit très bien qu'il y a une volonté de se débarrasser de tout ce qui peut être perçu comme acteur dissident. Et Mamadou Mota, justement, cet ingénieur agronome qui vient d'une région qui constitue un scandale socio-économique et politique au Cameroun, l'extrême nord, où les populations partagent souvent les coupes d'eau avec les animaux. On ne peut ne pas se lever à un moment donné et se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et malheureusement, il a le destin qui est le sien. Je pense qu'il sait que dans un environnement comme le nôtre, l'adversité qu'il rencontre est un peu dans l'ordre normal des choses. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement d'impunité, d'impunité et de gabegie générale, le jour où vous tentez de lever le doigt, il est certain que vous ne vous ferez pas beaucoup d'amis.
Okay. Vous êtes obstiné de donner un poste Cameroun, mais nous n'allons pas en faire tout un débat. Vous ne pouvez pas ramener l'activisme politique de M. Mamadou Mouta à la condition de vie des populations de l'extrême nord en disant que ces populations partagent leur vie avec des bêtes au niveau des coudes. C'est un peu caricatural et moi je pense que ce n'est pas... Ah, c'est caricatural. C'est caricatural. Elle vous écoute ces populations? Non, c'est caricatural. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un journaliste qui doit dire des choses aussi graves. Donc la situation, les populations de l'extrême nord ne partagent pas leur vie avec des bêtes sauvages. Sincèrement, ce n'est pas, moi je pense que c'est pas ce que vous devez dire. Cherchez d'autres mots. Si vous voulez faire des comparaisons hideuses ou bien si vous voulez peut-être dessiner l'environnement, certes. Elle vous écoute. Certes assez difficile. Mais moi, vous n'avez jamais mis les pieds à l'extrême nord. Moi j'y vais régulièrement. Ah. Donc moi je pense que le problème de M. Mamadou Mouta, ce n'est pas une question de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, ce n'était pas dans une mutinerie à l'intérieur de la prison. Il a été condamné à cause d'une mutinerie à laquelle il a participé à l'intérieur de la prison. Moi je ne vois pas pourquoi on doit en faire un acte d'héroïsme. Il s'est retrouvé dans une situation qui relevait de la justice. Il a été condamné. Bon, maintenant, son activité, son engagement politique et son activisme politique, ça c'est personnel. C'est dans le cadre du parti auquel il appartient. Mais moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi je pense qu'il ne faut pas sortir ce genre de caricature pour amener les gens à penser comme vous. Le problème de cette émission, moi je pense que la grande préoccupation de cette émission, c'est d'éclairer les gens et d'amener les gens à penser, non pas en fonction des opinions des hommes politiques ou des titres des journaux, mais à penser par eux-mêmes, en lisant objectivement ce qui s'écrit dans les journaux. Donc, si vous dites que l'extrême est un scandale sociopolitique et économique, alors vous inventez quelque chose, Flavien. Nous n'allons pas faire le taux d'analphabétisme, l'accès à l'eau potable dans l'extrême nord. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Les relations de Tcholiré. La remise en liberté de M. Mamadou. De Tokombéré, vous écoutez ce matin, ils doivent être bien gênés. Je suis en train de dire que la relaxe de M. Mamadou Mouta ne doit pas nous ramener sur les problèmes de la vie de tous les jours des populations de l'extrême nord que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai dit que moi, l'extrême nord, de Marois jusqu'à... Pourquoi ça ne devrait pas nous ramener à ces... Non, mais alors, très bien. Mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Très bien. Nous laissons le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose. Ça fait partie des commentaires que l'on fait selon les sujets que nous évoquons ou que nous disons à la presse. Vous voyez bien qu'on parle des unes des journaux, de commentaires, des analyses, des titres proposés. Donald ne nous surprend pas non plus. Donc, on parle de Mamadou Mouta qui est désormais libre après 18 mois de prison. C'est à lire en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. Le journal est donc disponible. Vous aurez l'occasion de lire aussi, de faire des commentaires, vous qui aurez la possibilité d'aller en kiosque ce matin. Alors le journal Mutation parle du recrutement des enseignants d'université, mystère et coup de gomme, selon le journal. Oui, il y a environ 2 ans, je crois c'est 2018, j'espère que ma mémoire ne fait pas de tout, 2018 que le chef de l'État a lancé ce recrutement des enseignants dans le supérieur. Ces recrutements devaient se dérouler par vague et jusqu'ici on n'a pas de liste, on n'a pas une lisibilité sur le processus. Il y a d'ailleurs des contestations, ces sittings devant le ministère de l'Enseignement supérieur, vous vous en souvenez. Mutation rappelle qu'il n'y a pas de bilan de cette opération et que dans la foulée certains sont recalés, notamment ceux qui sont fonctionnaires. Nous sommes là effectivement dans cette sorte de gouvernance dans le flou et l'immobilisme. Le ministère de l'Enseignement supérieur, les institutions, on est d'ailleurs aujourd'hui en pleine grève, les journaux en parlent ce matin, les universités ont un déficit en enseignants qui est une palissade, qui est quelque chose de très banal. Et donc ces recrutements visaient justement à résorber le déficit en enseignants que connaissent nos universités, notamment les universités d'État, les 8 universités d'État. Le processus se traîne avec des soupçons de tripatouillage, de corruption et tout ce que cela entraîne. Et c'est ce qu'évoque ce matin Mutation, c'est certainement regrettable. Alors, c'est la grande une du journal. Vous dites un mot, Camille Nélé, sur cette affaire. Non, le titre, le mot que je dis, c'est le titre. Mystère et coup de gomme. Mais vous savez que la formule consacrée, c'est mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme, ça veut dire qu'il y a un mystère, on ne comprend pas, et puis vraiment, c'est la quadrature du cercle. Mais et si on parle de coup de gomme, coup de gomme, ça veut dire qu'il y a des enseignants qui doivent être, qui ont été programmés pour être recrutés, mais on en a gommé, le nom de plusieurs. Et c'est ça qui rend ce texte assez intéressant et qui nous plonge dans la réalité, justement, de ce monde des enseignants au Cameroun où les enseignants eux-mêmes commencent à perdre leur latin.
Alors, Donald Biscangwa, il y a Vision économique ce matin qui parle de l'accident de la circulation avec les états généraux des transports pour mettre un terme à la saignée sur nos routes. C'est un dossier que propose le journal ce matin qui revient également sur le nouvel engin qui permet de désengorger les voies ou la voie publique de ces carcasses des véhicules abandonnés. Oui, j'ai écouté des syndicalistes et certains qui justement demandent l'organisation des états généraux des transports. Sur le principe, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut toujours s'arrêter à un moment donné et faire le diagnostic, poser les préoccupations pertinentes dans un secteur comme dans un autre. Les transports sont revenus devant l'actualité avec le récent drame de la falaise de Tchad dans la région de l'Ouest. Il faut faire le diagnostic dans ce secteur. La question des routes, lorsqu'on parle des états généraux des transports, attention, il n'y a pas que le secteur des transports, stricto sensu, qui est concerné. Il y a la question des routes, leur étroitesse, la qualité des infrastructures routières, l'éclairage public, la viabilité de nos agences et compagnies de transport, la qualité des visites techniques automobiles et plein d'autres choses qu'il faut forcément adresser. Sauf que si on s'arrête aux états généraux, il faut bien se dire qu'on n'avancera pas. Vous savez qu'il y a eu les états généraux de la communication en 2012 au Cameroun et il n'est pas certain que ces travaux-là ont permis d'impulser un souffle nouveau, en tout cas d'apporter une thérapie sérieuse aux problèmes, aux plaies. Ce sera peine perdue d'organiser les états généraux. Pas peine perdue. Il faut considérer, il faut aller au-delà des états généraux. Il faut faire le diagnostic, c'est une chose. Administrer la thérapie de choc, c'est une autre chose. Et c'est ça qui est le plus important. Camille, c'est une occasion de faire le tour, justement, de faire un diagnostic, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore. Quand Donald Biscangwa parle de thérapie de choc, je ne sais pas si ce qu'il appelle thérapie de choc, c'est une baguette magique. Parce que les problèmes sont multiformes. C'est lui-même qui vient de les citer au niveau du transport. Mais seulement, il a cité un certain nombre qui sont d'ailleurs pertinents, mais il a oublié certainement le chemin de fer et qui s'arrête à Ngaoundéré et dont des problèmes ne sont toujours pas résolus. Il a oublié même le transport aéronautique. Il a oublié même le transport par voie maritime. Bref, le domaine est tellement vaste que ce n'est pas une simple thérapie de choc que l'on peut brandir comme un étendard qui peut résoudre. Non. Je pense que la concertation que le ministre des Transports vient d'avoir à Bafoussam avec les opérateurs de transport interurbain, avec les syndicalistes, avec les élus, députés et sénateurs, avec les syndicats. Moi, je pense que ça a permis aux uns et aux autres de regarder, de mettre le doigt. D'ailleurs, on n'avait jamais vu ça. Aucun ministre des Transports n'avait rassemblé autant de monde autour de lui pour regarder, pour mettre le doigt sur la plaie, sur le problème du transport et des accidents et de l'insécurité routière. Ah bon, Camille? Comme ministre des Transports l'avait fait. J'aime beaucoup Jean-Ernest Marcelin Galé-Bibé. Avec des syndicalistes, des élus, des opérateurs économiques. Citez-moi un, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour faire, mais je suis en train de dire, moi, de mémoire, de journaliste, je n'ai vu aucun ministre le faire avec autant de personnalités intéressées par le secteur en même temps, du même coup, au même endroit. J'ai beaucoup de sympathie pour le ministre des Transports, qui est quelqu'un de réformiste, qui vient du secteur privé, qui a beaucoup de volonté. Oui. Mais lui a dit qu'il est le premier à rassembler les syndicats. Pas de ça, je dis autant de personnalités, ressources concernées. C'est de ça que je parle. Moi, je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de regarder. Je suis en train de vous montrer la lune, vous regardez mon doigt. Hein? Je suis donc en train de dire que la rencontre organisée par le ministre Ngalébibé à Bafoussam a permis aux uns et aux autres de comprendre la réalité, non seulement de l'insécurité sur nos routes, mais maintenant la réalité des solutions que l'on peut apporter secteur par secteur, cas par cas. Les routes, c'est la signalisation des routes, l'éclairage des routes. Maintenant, la sécurisation au niveau des opérateurs économiques. Bon, ne parlons pas d'ailleurs, ce Vision économique en parle ce matin, de ce grand cas de transport à qui parle le ministère des Transports, qui est là pour dégager les routes systématiquement des épaves. Et vous savez que ces épaves, après les accidents, étaient toujours abandonnées et causaient même parfois d'autres accidents. Or, systématiquement, maintenant, on dégage ces épaves et c'est une avancée aussi dans la recherche de la sécurisation routière. Moi, je pense donc que Vision économique, en parlant de états généraux
des transports. Je ne sais pas si le ministre a évoqué les états généraux, mais moi je pense que c'était déjà une sorte de pré-états généraux. Et cette grande rencontre au sommet a permis aux uns aux autres maintenant de faire des propositions. Chacun a pu dire ce qu'il a pu dire, chacun peut dire ce qu'il a pu penser, chacun a pu dire ce qu'il peut apporter comme vraie suggestion pour que la vie soit moins dure sur nos routes. Donc, je pense que l'initiative de Vision économique ce matin, c'est une initiative qui va dans le prolongement de la rencontre de Bafoussam, mais de la parler d'états généraux, peut-être, mais comme Donald Breza a dit, il y a eu des états généraux, on a vu des états généraux aussi dans ce pays, la communication, qui n'ont pas beaucoup changé les choses. Donc ce n'est pas une session d'état généraux qui peut Alors, est-ce que c'est une question de titres, de mots utilisés ici, des termes utilisés qui fait problème? Non, moi j'ai pas de problème. La rencontre en elle-même était-elle un problème? Ça a permis à tout un chacun, je dis, de plusieurs secteurs de se retrouver. Voilà. Alors, même le ministre sait que ce ne sont pas les états généraux. Les propositions, je pense, Vision économique a, dans ce numéro-ci, fait le diagnostic relaie les propositions des syndicats. Beaucoup d'acteurs de la société civile qui œuvrent dans le secteur de la sécurité routière pensent qu'il faut faire les états généraux des transports, comme dans d'autres secteurs, la justice, ainsi de suite. Mais je dis, il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Le ministre des Transports sait très bien qu'on n'a pas forcément besoin des états généraux des transports pour adresser ces problèmes. Il y a des propositions qui sont faites. Si elles sont bien articulées, on peut réduire de façon systématique. Et c'était au cours de cette rencontre que les propositions ont été faites quand même. De façon décisive, la coupe des accidents de la circulation. Je voulais sortir en disant une chose. Au-delà du ministre des Transports, la réduction du nombre de morts sur une route dépendra de la volonté politique. Je vais vous prendre un exemple. L'un des problèmes majeurs qui gangrène un peu l'ensemble de notre société, y compris le secteur des transports, c'est la corruption. Qu'est-ce que le ministre peut bien faire, des transports seuls, peut bien faire contre un responsable de la gendarmerie qui prend de l'argent pour faire passer des camions qui n'ont pas de visite technique, un commissaire de police qui demande ces éléments de raqueter pour lui ramener quelque chose le soir au commissariat. Non, il faut de la volonté politique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et la lutte contre la corruption n'est pas une question mineure lorsqu'on parle de la réduction des morts sur nos routes, justement, pour ne parler que du secteur des routes. Quand Donald Breza m'en parle de volonté politique, moi j'ai l'impression que c'est un gag. Volonté politique, vous allez demander maintenant que le politique prenne des mesures contre les gendarmes qui sont sur la route. Vous allez mettre un gendarme derrière notre gendarme, un policier derrière notre politique. La responsabilité est d'abord individuelle, Donald Breza. Individuelle. C'est chacun qui doit d'abord prendre conscience que sur la route, à cause de mon inconscience, à cause de mon excès de vitesse, je peux tuer des gens. Il faut que je réduise. Il faut que ma voiture soit en forme. Il faut que mes papiers soient en règle. D'abord, il faut une responsabilité individuelle, pas politique. Vous allez prendre même toutes sortes de batteries de mesures et de menaces contre des gens qui font des infractions sur la route, contre les gendarmes ou les policiers qui prennent de l'argent. Vous allez mettre un gendarme derrière un gendarme, mais il faudra se mettre un autre gendarme derrière ce deuxième gendarme. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question de politique. C'est d'abord une question de volonté individuelle. Et c'est ça qui manque au Cameroun aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle du dossier, en tout cas proposé par Vision économique ce matin, accident de la circulation des états généraux des transports pour mettre un terme à la saignée sur nos routes, il y a... La responsabilité individuelle, moi je ne l'élague pas. Mais il faut bien situer chaque chose dans son contexte. L'État doit d'abord se montrer exemplaire en toutes circonstances. Évidemment, lorsqu'on le dit au Cameroun, ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'État au Cameroun se comporte un peu comme un voyou, mais l'État est la référence, doit être en tout cas la référence. Et sur ce plan-ci, justement, l'État doit d'abord impulser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le Cameroun a 33 centres de visite technique. Il faut voir les documents, les certificats de visite technique qui sont délivrés aux véhicules. Ce sont des certificats le plus souvent fantaisistes. Et le ministère des Transports, justement, connaît cette situation. Mais lorsque vous interceptez ces véhicules, les coups de fil viennent de Yaoundé pour demander, monsieur, vous voulez perdre votre poste ?
Lorsque vous avez un faux certificat de visite technique? Voilà, les témoignages sont très nombreux là-dessus. Il y a des enquêtes. Vous ne parlez pas de la question. Vous ne parlez pas des faux permis de conduire? Voilà, et pas tout ça. Des véhicules donc, indexer, c'est c'est très bien de parler de responsabilité individuelle, mais il ne faut pas se cacher derrière un droit, Flavien. Il faut adresser de façon sérieuse les problèmes qui se posent. Et la responsabilité individuelle même va... les questions individuelles vont reculer d'elles-mêmes. Alors, on constate simplement à travers le journal que la rencontre de Bafoussam peut produire des fruits, parce que chacun a eu la possibilité de pouvoir se libérer en faisant des propositions également, en faisant d'abord le diagnostic et tout. Et on le voit bien dans le journal ce matin qu'il y a des propositions importantes dans le cadre de l'amélioration des conditions de transport. Alors, Tribune d'Afrique ce matin puisqu'on parle de transport, il y a la question des routes aussi avec le ministère des Travaux publics, selon le journal Tribune d'Afrique, sur les traces donc des réalisations du ministre des Travaux publics. Le journal fait savoir qu'il a marqué son passage à travers des actes positifs. Vous êtes d'avis? Bon, j'attends de voir. Écoutez, le Tribune d'Afrique fait ce matin une bonne exposition des réalisations de M. Nganou Dioumessi au ministère des Travaux publics. Bon, attendons de voir. Je l'ai soit écouté au GICAM notamment lorsqu'il discutait avec le secteur privé. Lui-même, il a fait un sorte de bilan, le tracé national, les routes régionales, communales qu'on a pu bitumer jusque-là. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans le secteur, le matériau, les délais d'exécution, il y a beaucoup de problèmes. Et pour l'instant, je ne sais pas si on dirait qu'il est le meilleur qui soit passé par là. On attend toujours de voir la livraison, par exemple, de l'autoroute Douala-Yaoundé et plein d'autres choses. Vraiment, il y a beaucoup à faire. D'accord. Je note l'ingéniosité de Donald Brice Kanga, pour ne pas dire l'envers du décor de M. Nganou Dioumessi, les reproches qu'on lui fait sur les infrastructures routières, sur l'attribution des marchés, sur certaines routes, sur la sortie est de la ville de Douala, c'est-à-dire que sur tous les œufs pourris qu'on a balancés à M. Nganou Dioumessi depuis 2 ans. Non, il n'a pas fait l'impasse dessus, il use de litotes pour dire que attendons de voir. Mais on sait très bien que le problème des routes au Cameroun est assez crucial. Et le principal patron des routes, M. Nganou Dioumessi, a beaucoup de choses à dire s'il fallait le mettre en procès. Donc moi je pense aujourd'hui qu'on ne va pas passer le temps à mettre des gens en procès, on regarde d'abord la réalité du terrain et il est sage, comme vous dites, d'attendre de voir. D'accord. Alors, c'est le journal Tribune d'Afrique qui évoque le sujet ce matin, tout en présentant la situation qu'il est passé, en tout cas, dans ce département ministériel et a laissé ses marques. Et c'est le journal qui nous le rappelle ce matin. Le quotidien, Le Messager, également en pied de une, parlant notamment de cette controverse autour du décès de Joséphine Poguela. C'est une princesse. Oui, une princesse Fondiomoken. Le sujet repris par un certain nombre de journaux et de sites depuis ce matin. Il y a une controverse autour de cette princesse qui est décédée dans des circonstances qui restent à élucider. D'autres parlent du Covid-19, d'autres parlent d'un empoisonnement. On espère que les autorités judiciaires qui doivent intervenir dans ces circonstances-là nous éclaireront. Okay. Merci. Alors, les lecteurs vont lire la presse ce matin. Bonne journée à vous. À demain, 9h20. Nous serons mercredi.